Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ils étaient 84, 42 chevaux et 42 cavaliers, pardon, 41 cavaliers et une cavalière pour tenter de remporter aujourd'hui le Grand National de Liverpool, le plus grand steeple se courant de l'autre côté de la Manche et peut-être dans le monde. 7200 mètres pour 50 millions de centimes, avec beaucoup de partants et finalement peu d'élus. Ce n'est plus une course en effet, c'est un véritable carnage. Regardez. « 42 chevaux au départ, effectivement, mais seulement 7 finiront le parcours. L'obstacle le plus sévère, le Bishop Rock. La fatigue commence à se faire sentir. Le favori du public est en tête. Le Bishop Brook lui sera fatal. Et pour la troisième fois, Red One, en tête sur autre étrange, remportera ce Grand National de Liverpool. Eh oui, il n'était plus que 7 à l'arrivée. Les amoureux du cheval auront moins d'angoisse, de moins. En France, Longchamp rouvre ses portes, une inconnue toutefois. Pour les turfistes, il ne suffira pas de trouver 3 chevaux, mais 4 à la place du traditionnel tiercé. C'est en effet un quarté qui se jouera dans la 4e course. Jean-Claude Deboudot, pourquoi ce changement tiercé-quarté? Bien, d'une part, c'est pour essayer d'augmenter la difficulté. Et d'autre part, le quarté a été lancé en 1976, au mois de février. Il a été lancé le jeudi. Et la société d'encouragement a décidé de lui donner une prime particulière en l'incluant dans tous ses programmes pour dimanche. Par conséquent, dès dimanche, coup d'envoi du quarté. Alors est-ce que demain cela va coûter plus cher pour faire un petit ticket? Un petit ticket. Bien, le ticket, d'abord, la première chose qu'il faut dire, qui est la plus importante, c'est qu'on pourra jouer sur tous les tickets. Il n'aura pas besoin d'avoir un ticket spécial pour le quarté, mais même sur les anciens tickets de tiercé, on pourra miser. Il n'y a aucun problème. Ça va simplifier les choses, ça. Exactement. C'est uniquement pour simplifier les choses qu'on a pris cette mesure. Les prix, je vais vous les donner. Pour 4 chevaux, cela coûtera 5 francs. Pour 5 chevaux, cela coûtera 15 francs. Pour 6 chevaux, cela coûtera 45 francs. Et puis, pour ceux qui peuvent aller jusqu'à 7 chevaux, 105 francs. Ce qu'il faut également dire, parce que c'est très important, lorsqu'on fera un quarté simple, la mise, le rapport sera de 5 francs. Mais lorsque l'on fera un quarté combiné, le rapport sera uniquement pour 3 francs. Alors, en un mot, les rapports de demain soir, énormes? On peut s'attendre certainement à un quarté millionnaire. Bien, attendons et voyons cela pour demain soir. Pas de politique intérieure aujourd'hui à l'Élysée. Ce matin, M. Giscard d'Estaing s'est entretenu avec M. Cyrus Vance, le numéro 1 de la diplomatie américaine, tandis que pour le déjeuner, c'est M. Anwar el-Sadat, le chef de l'État égyptien, qui était l'hôte du président de la République. Premier visiteur, donc, M. Cyrus Vance, le secrétaire d'État américain, après une rencontre avec les dirigeants soviétiques, fait actuellement une tournée en Europe. À Paris, il a parlé Afrique, Concorde, dialogue Nord-Sud et situation au Proche-Orient. 1h30 d'entretien ce matin à l'Élysée qui a permis à Valéry Giscard d'Estaing d'aborder directement le problème de l'atterrissage du Concorde à New York. Le président a rappelé au secrétaire d'État américain que cette affaire avait une importance politique qu'il ne fallait pas sous-estimer et que les gouvernements, comme les opinions publiques françaises et britanniques, ne comprendraient pas que du côté américain, on n'applique pas effectivement l'autorisation des vols de Concorde pendant la période d'essai de 16 mois. Sur le perron de l'Élysée, Cyrus Vance s'est contenté de dire qu'il discuterait de ce problème avec le président Carter dès son retour aux États-Unis. Le secrétaire d'État américain est resté également peu loquace sur les entretiens qu'il vient d'avoir à Moscou. Il en a parlé avec Valéry Giscard d'Estaing, qui doit lui-même rencontrer M. Brejnev dans quelques mois. Mais à la question d'un journaliste sur une éventuelle rupture de la détente, Cyrus Vance a simplement répondu: nous n'avons pas parlé d'une rupture des négociations, mais de la façon dont nous envisageons de les poursuivre. No, we did not. Alors Pierre Mayer, est-ce que justement on peut envisager une hypothétique, une éventuelle rupture de la détente Est-Ouest? Non, en réalité, l'échec des entretiens de Moscou le constitue une première escarmouche. Et il est clair que les deux partenaires soviétiques et américains sont voués à s'entendre. Cela étant, il est difficile de s'entendre en ce moment en raison de l'écart des technologies, des armements de part et d'autre. Les Américains ont proposé aux Soviétiques
soit de diminuer de 2400 à 1300 ou 1500 le nombre des vecteurs, c'est-à-dire des fusées intercontinentales, tout en freinant le développement du nouveau missile de croisière américain, soit de geler à 2400 le nombre des fusées intercontinentales de part et d'autre, mais de laisser en dehors la question du bombardier soviétique Backfire et du missile de croisière américain. Alors pourquoi est-ce que Léonid Brejnev a refusé cette proposition? Parce que l'une et l'autre de ces propositions étaient très embarrassantes pour lui. D'une part, amener les militaires soviétiques à réduire le nombre de leurs fusées qui sont plus puissantes, beaucoup plus puissantes que celles des États-Unis, de 2400 à 1350 ou 1400, est extrêmement embarrassant. D'autre part, renoncer, à l'inverse, autre hypothèse, à parler du missile de croisière, c'est pratiquement laisser les États-Unis amplifier le développement de leur avance qui est déjà très considérable et qui représente environ 5 ans, entre 5 ans et 10 ans d'avance sur l'état technologique des armements nucléaires américains. Très rapidement, Pierre Maillère, est-ce qu'il existe encore une perspective de négociation dans l'avenir? Il y en a une, mais les soviétiques en ce moment, saisis de cette proposition, se demandent d'abord si vous permettez cette expression, si Carter c'est du lard ou du cochon. Et en effet, Carter entend prendre au pied de la lettre la définition soviétique de la détente, c'est-à-dire la coexistence pacifique, mais aussi la compétition idéologique. En défendant les droits de l'homme un peu partout, et notamment en Union soviétique, Carter pose un redoutable problème pour les soviétiques en ce moment, et il souhaite attendre et voir, wait and see, si vous voulez. Très bien, merci beaucoup Pierre Maillère. Après avoir reçu M. Cyrus Vance, M. Giscard d'Estaing a donc rencontré, toujours à l'Élysée, le président Anwar el-Sadat. Extrême cordialité, sentiment positif, commune préoccupation. Visiblement, les commentaires faits sur cette entrevue soulignent la qualité exceptionnelle des relations actuelles entre Paris et Le Caire. Une rencontre importante puisqu'elle se passe après la visite du ministre français des Affaires étrangères à Jérusalem et dans les États arabes. Pour le président Sadat, Paris était la dernière étape avant Washington, où le chef de l'État égyptien doit s'entretenir avec le président Carter des possibilités de paix au Proche-Orient. Visite privée, mais surtout visite amicale au président Giscard d'Estaing, puisque les deux chefs d'État sont en contact permanent. Le président Sadat s'est ainsi entretenu pendant plus de 3 heures avec le président de la République. À l'ordre du jour, l'Afrique et la future indépendance de Djibouti, mais surtout le Proche-Orient. Et c'est d'un Sadat optimiste qui est sorti du palais de l'Élysée. La France et l'Égypte, a-t-il dit, ont la même position sur la participation palestinienne à la conférence de la paix. Pour la première fois, les États-Unis parlent d'une patrie pour les Palestiniens. Ils ont fait un geste de bonne volonté en refusant de vendre des bombes aérosols à Israël. Le président Sadat estime que tous ces signes sont encourageants pour que 1977 soit l'année de la paix au Proche-Orient. Monsieur de Guiringaud en Israël après une tournée dans les capitales arabes, Monsieur Anwar el-Sadat à Paris avant de se rendre à Washington, la reprise éventuelle de la conférence de Genève sur le Proche-Orient, tout en ce moment montre que la situation dans cette région du monde est en train d'évoluer. D'ailleurs, l'idée de création d'un État palestinien à Gaza et en Cisjordanie, à côté donc de l'État d'Israël, fait tout doucement certes son chemin. Mais on peut encore se poser une question, Palestiniens et Israéliens sont-ils eux prêts à accepter de vivre côte à côte en bonne entente? Hébron, Bethléem, Ramallah, Naplouse, Jéricho, Jérusalem. Judaïsme, christianisme, islam se retrouvent enchevêtrés sur les routes de la Judée-Samarie. La Judée-Samarie, plus communément appelée Cisjordanie. Depuis la guerre des 6 jours en 1967, la Cisjordanie est sous administration militaire israélienne. Un territoire occupé de 6000 km², une superficie comparable au département français de la Corrèze, avec une population de 640 000 habitants. Région peu industrialisée, tournée vers l'agriculture et l'élevage. C'est là que sera peut-être un jour planté le drapeau de l'État palestinien. Naplouse,
la ville la plus importante mais aussi la plus turbulente de Cisjordanie. Grèves, manifestations s'amplifient depuis 1973 et aujourd'hui, on n'hésite plus à clamer son appartenance à l'OLP. 95% de la Cisjordanie sont pour l'OLP. Chaque maison, chaque citoyen, nous nous reconnaissons en l'OLP. L'OLP, pour nous, c'est nous l'OLP. Chaque personne qui est dans la Cisjordanie, c'est l'OLP. On ne peut pas diviser le peuple palestinien en deux. Ce n'est pas l'OLP qui est dehors. L'OLP, c'est dehors et dedans, c'est la même famille palestinienne qui est divisée. Les familles qui sont dans les camps de réfugiés et les familles qui vivent ici. Et vous pensez réellement que les Israéliens accepteront que les Palestiniens qui sont partis en 1948 reviennent maintenant en Israël, à ce qui est aujourd'hui Israël? Je crois qu'ils doivent accepter, et s'ils n'accepteront pas le droit de retour, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de solution de paix, parce que nous, les Palestiniens, nous avons le droit de retour plus qu'un juif qui vit en Union soviétique. Est-ce qu'il y a une évolution, est-ce qu'il y a une acceptation quand même de la réalité israélienne? C'est très difficile de reconnaître un État qui a été fondé sur les ruines du peuple palestinien. Mais ils sont forcés parce que c'est un fait accompli. Et la politique, c'est l'art du possible. Cette acceptation du fait israélien s'accompagne d'un regain de nationalisme palestinien, dans les villes et dans les campagnes. Toute manifestation politique étant interdite, chaque fête religieuse, chaque cérémonie comme ce mariage est l'occasion, par un retour aux traditions, de montrer son identité palestinienne. L'idée de création d'un État palestinien à côté d'un État juif fait timidement son chemin. Mais quel État, quelle relation, quelle capitale, Jérusalem, personne n'oserait la céder. Certains Israéliens et certains membres de l'OLP, l'organisation de Arafat, bravant leur opinion publique, ont osé se rencontrer récemment à Paris, mais le fossé est encore immense. Nous sommes peut-être une minorité des colombes idéologiques, mais nous sommes sionistes, nous sommes les vrais, je crois que nous sommes les vrais sionistes, et nous sommes dans le riz des autres sionistes comme les présidents Weizmann et Ben Gurion et les autres. Et les gens que vous avez rencontrés sont à votre avis sérieux et désireux de faire quelque chose avec vous? Je crois que les représentants de l'OLP comme Dr Sartawi et les autres sont très sérieux. Vous pensez que l'on peut être sioniste et également penser aux droits des Palestiniens également? Oui, 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 je crois que c'est le vrai sionisme. Le vrai sionisme n'est pas le sionisme d'expansion, elle n'est pas un sionisme d'occupation, c'est un sionisme pour faire une maison pour le peuple juif et il y a place en Cisjordanie et à Gaza pour les maisons pour le peuple arabe. C'est le vrai sionisme. Le seul vrai contact, la seule vraie coopération entre les Israéliens et des Arabes se situe à la frontière du Liban. Là, une porte a été percée dans le mur de barbelés qui couvre les frontières d'Israël. Mais il s'agit d'Arabes chrétiens isolés par les combats du Liban. Et ces miliciens phalangistes portent le même uniforme que les soldats d'Israël. Pour faciliter les échanges, ce sont surtout des militaires israéliens originaires de pays arabes qui sont cantonnés ici. Cette région de Galilée est en effet peuplée de communautés juives orientales qui estiment que leur intégration en Israël a été un échec, notamment sur le plan économique. Ils représentent 55% de la population, mais chez eux aussi, contrairement à ce que certains pays arabes pensent, leur nationalisme devient de plus en plus fort. Les Arabes, les Palestiniens en général, estiment qu'il sera plus facile pour eux de faire la paix et d'avoir un accord avec les communautés qui sont issues justement des pays arabes. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Quel accord? Possibilité d'accord, une entente. Si on respecte l'indépendance d'Israël, le fait qu'Israël est un pays juif, c'est-à-dire à majorité juive, qui a ses institutions politiques totalement indépendantes
et qui mène sa politique sioniste, comme vous l'avez appelé. À mon avis, l'accord peut se faire soit avec la communauté séfarade ou nord-africaine, comme vous dites, soit avec les autres. Le problème n'est pas du tout un problème de savoir s'il y a un langage commun ou pas. Le problème, c'est des intérêts politiques fondamentaux qui sont au-delà du niveau émotionnel. Mais c'est surtout avec ces Palestiniens de la détresse qu'il faudra arriver à un accord. Ces Palestiniens qui vivent dans des camps de réfugiés, surtout en Jordanie, qui accusent Israël, mais aussi les régimes arabes. Sans eux, aucune paix au Proche-Orient n'est concevable. Mais en cas de création d'un État palestinien, que feront-ils? La Cisjordanie est-elle assez grande pour recevoir le 1,5 million de Palestiniens qui résident en Jordanie? L'épouse du roi Hussein, tuée il y a un mois dans un accident d'hélicoptère, était palestinienne. Sur sa tombe viennent se recueillir les gardiens du régime, l'armée composée de Bédouins, qui ne cachent pas leur hostilité aux Palestiniens. Pourtant, 70% de la population de Jordanie est palestinienne. Pour le royaume de Hussein, il représente les fonctionnaires, les professions libérales, une source de main-d'œuvre. La Jordanie ne peut se passer des Palestiniens. Et pour un État palestinien en Cisjordanie, son débouché normal sur le monde arabe passe obligatoirement par la Jordanie. Après 6 ans de querelles et surtout les massacres de septembre 70, Yasser Arafat et le roi Hussein ont renoué le dialogue. Espoir de paix et création d'un État palestinien en 1977 au Proche-Orient. Malgré les signes favorables, il semble que l'heure des concessions sérieuses et sincères ne soit pas encore venue. Et oui, et une situation qui sur le terrain n'est peut-être pas sur le point de changer très rapidement. En tout cas, en ce moment même, des combats se déroulent dans le sud du Liban. Selon certains, l'artillerie israélienne soutiendrait depuis hier soir les troupes phalangistes dans leur offensive contre le dernier réduit palestinien de cette région, donc du sud Liban. En France, le monde politique s'est mis un peu au repos. Il en avait d'ailleurs grand besoin après une période particulièrement agitée. Une exception toutefois, alors que les jeunes Parisiens et les moins jeunes partaient pour les vacances de Pâques, les parlementaires, députés et sénateurs se retrouvaient, les premiers au Palais Bourbon, les seconds au Palais du Luxembourg. La session de printemps commence. Il s'agit d'une session particulièrement importante. Le Premier ministre fera, je pense, dans la seconde quinzaine d'avril, la date n'est pas encore définitivement arrêtée, une déclaration, bien sûr, déclaration qui comprendra ce programme en 12 mois annoncé par le président de la République et qui fixera les intentions pour les prochaines séances du gouvernement. Et le Parlement aura à se prononcer sur cet ensemble, déclaration et programme qui sera présenté par le Premier ministre. Donc la responsabilité sera engagée sur l'ensemble de ces deux textes. Sur l'ensemble de ces deux textes. Il y aura aussi des textes à frisson, en quelque sorte, c'est-à-dire l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Est-ce que là, vous ne croyez pas qu'il y aura une cassure? J'entends sur celui-ci beaucoup de choses qui sont plus ou moins justes. Il faut d'abord attendre le dépôt de ce texte. Ensuite, comme toujours, il y aura une concertation entre le gouvernement, le Parlement et plus particulièrement la majorité pour examiner, n'est-ce pas, les différents aspects de ce projet. Nous avons connu des textes très difficiles aussi dans le passé et les parlementaires sont des gens extrêmement sérieux et je crois que nous arriverons à trouver un accord entre le gouvernement et le Parlement sur ce texte, certes très important, difficile, mais les expériences passées me rendent optimiste quant à l'issue. Certains parlementaires n'étaient pas aujourd'hui présents à Paris, et notamment bon nombre des secrétaires d'État nouvellement nommés. Ainsi, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, M. Jean-Jacques Beucler, était-il en Haute-Saône. M. Beucler est ce soir avec nous, en direct dans le studio FR3 de Besançon, et je le remercie d'ailleurs. Alors, Monsieur le ministre, comment se passe ce premier voyage en province en tant que membre du gouvernement? Ce n'est pas vraiment un premier voyage en province, je suis resté dans ma circonscription. Parce que depuis longtemps, il était prévu de nombreuses inaugurations, aujourd'hui, 2 avril, inaugurations
auquel devait participer le secrétaire d'État Jacques Barrot et mon ami. Alors nous avons inauguré ensemble. Les gens craignaient de ne pas avoir de secrétaire d'État, vu le remaniement ministériel, et bien ils en ont eu 2. Monsieur le ministre, peut-on vous demander comment vous avez appris votre nomination? Ah oui, là ça a été une grande surprise, et j'en doutais jusqu'au dernier moment, puisque c'était le 1er avril. Je ne soupçonnais absolument pas cette promotion. J'ai simplement eu hier, 1er avril, à 11h30 du matin, un coup de téléphone du président Edgar Faure, que je connais bien, qui m'a dit « Il est possible qu'on pense à vous pour un poste de secrétaire d'État ». Et puis j'ai attendu tout l'après-midi, et à 6h15, juste 10 minutes avant la promulgation des noms, le Premier ministre Raymond Barre m'a appelé au téléphone et m'a demandé si j'acceptais de faire partie de son gouvernement au poste de secrétaire d'État à la Défense. J'ai dit oui, évidemment, et puis 10 minutes après, à la radio et à la télévision, j'ai eu confirmation de cette nomination. Monsieur le ministre, quelle impression cela fait-il d'occuper un poste qui fut celui du général Bijard il n'y a pas longtemps? Les impressions sont toutes récentes, alors il faudra m'interroger dans quelques temps pour que je vous réponde mieux. Personnellement, j'ai été militaire de carrière pendant 13 années et j'ai, comme beaucoup de Français, énormément d'estime pour le général Bijard, qui est un merveilleux soldat et un magnifique entraîneur d'hommes. Son poste, je ne l'ai pas encore pratiquement occupé, alors je ne peux pas vous donner mes impressions aujourd'hui. Bien, Monsieur le Ministre, nous vous retrouverons certainement dans quelques jours ou dans quelques semaines lorsque vous aurez pris vraiment contact avec les réalités de votre poste ministériel. En tous les cas, je vous remercie de vous être déplacé ce soir et d'avoir fait de la route pour rejoindre le studio FR3 de Besançon. Et je remercie également la station de Besançon. Merci beaucoup. Il y a un mois, le 4 mars très exactement, la terre tremblait en Roumanie. Bucarest était sévèrement touché, vous vous souvenez. 1500 morts, plus de 10 000 blessés. En quelques secondes, c'est une grande partie du potentiel économique de la Roumanie qui était atteint. Alors un mois après ce drame humain et économique, eh bien, on peut dire que le travail a repris. Il s'agit maintenant de rattraper les prévisions du plan et aussi de persuader les touristes de ne pas oublier la Roumanie dans leur projet de vacances. Un immeuble neuf intact, un autre à proximité coupé en tranches. Dans les rues de Bucarest, on peut constater aujourd'hui la sélection irrémédiable opérée par le tremblement de terre du 4 mars. Il n'y a pas eu de miracle. 14 secondes ont suffi pour emporter les constructions les plus vétustes. Ces ensembles des années 30 bâtis à la va-vite dans un béton de mauvaise qualité. 30 000 logements détruits, 35 000 familles sans abri, l'ensemble de la population roumaine participe à l'effort de reconstruction. L'application d'un projet de loi sur la réduction progressive de la semaine de travail de 48 à 42 heures a été retardée d'1 an. En outre, chacun est invité à participer au travail dominical volontaire. L'effort de reconstruction, pour nécessaire qu'il soit, sera étalé dans le temps. La priorité des priorités, comme l'annonçait le chef de l'État, reste la production industrielle. M. Ceausescu a précisé, les prévisions du plan seront revues en hausse. En récompense de l'effort demandé, les salaires des travailleurs seront augmentés. Nous sommes survivants, nous sommes nés de nouveau et c'est un fait qui me touche. Les gens travaillent beaucoup. Et, on a l'impression, on a le sentiment qu'on travaille plus, c'est-à-dire par conscience. Les gens veulent travailler plus qu'avant. C'est peut-être pour les autres, pour leurs familles, pour les gens qui ont été vraiment touchés. Dans la banlieue de Bucarest, une usine d'outillage lourd fabrique de locomotives de moteur diesel. 17 000 travailleurs, 4 sont morts au moment du séisme. Les ouvriers donnent 2% de leur salaire aux sinistrés du tremblement de terre. Notre usine a été la plus sérieusement touchée de la capitale. Immédiatement après le tremblement de terre, on a constitué un commandement d'intervention qui a pris d'urgence des mesures pour le sauvetage des blessés, pour le dégagement des décombres. 2 jours après, la plupart des sections ainsi que le centre de l'ensemble de soudage avaient repris leur activité normale. Malgré tout, dans cette usine, le plan sera inférieur de 10% aux prévisions. Pour l'ensemble du pays, selon des statistiques officielles roumaines, sur 700 entreprises touchées à des degrés divers, 6 d'entre elles ne fonctionnent pas normalement aujourd'hui. L'ensemble des dommages causés par le séisme serait évalué à 4,5 milliards de nos francs,
soit environ 2% de la production industrielle de la Roumanie en 1976. Un bilan beaucoup moins catastrophique que l'on ne pouvait supposer. En effet, près de la moitié des usines du pays se situent dans la zone touchée par le séisme. Une chance pour la Roumanie, les régions touristiques tant à l'intérieur du pays que sur le littoral n'ont pas été affectées. Ces zones apportent un flot appréciable de devises à l'économie roumaine. Sur les bords de la mer Noire, près de 10 000 personnes travaillent pour l'hôtellerie ou la restauration. Hors saison, les lieux sont rentabilisés et les employés reconvertis. Ainsi cet atelier de tapis qui fonctionne l'hiver dans un restaurant. Autre apport de devises pour l'économie roumaine, les différents centres de cure situés autour du lac Techirgol près de la mer Noire. 17 fois plus salées que la Méditerranée, les eaux de ce lac sont connues depuis l'Antiquité pour leurs vertus thérapeutiques. Elles sont à l'origine de ces boues noires. Les différents traitements tiennent compte des techniques modernes et des méthodes les plus anciennes, comme l'enveloppement de boue déjà pratiqué par les Égyptiens. 60 000 personnes viennent ici du monde entier chaque année suivre une cure. On y soigne de nombreuses maladies, les rhumatismes, les maladies de la peau, l'obésité. Apport indispensable pour l'économie du pays, le tourisme ne suffira pas à combler la perte économique causée par le séisme. Pour de longs mois encore, la production industrielle passera avant les biens d'équipement. Aujourd'hui en Roumanie, la fête, c'est pour les autres, les touristes, les étrangers. Il est pratiquement 20h30, 5 minutes près. 20h30 et demain à la même heure, eh bien, il sera 1 heure plus tôt. Vous me suivez? Non, pourtant la chose est simple. Nous vivons le dernier jour, les dernières heures de l'horaire d'hiver et cette nuit, à 2h, nous passerons à l'horaire d'été. L'énergie gratuite, un rêve qui n'est pas pour demain. Il convient donc de se servir de ce que l'on a, le jour, et de l'utiliser au maximum. En avançant les pendules d'1 heure, on fait des économies. En 76, 150 millions de francs, autant pour 77, mais cela ne va pas sans problème. Pour la SNCF, vous allez avoir des trains qui, au moment du passage d'1 heure à l'autre, c'est-à-dire de 2 heures à 3 heures, vont se trouver en retard d'1 heure instantanément, et seront donc obligés d'essayer dans la mesure du possible de rattraper le retard qu'ils auront pris au moment du changement de l'heure. Pour les trains internationaux, vous avez des problèmes de fond importants qui se posent, à telle enseigne d'ailleurs que nous sommes obligés de rééditer complètement l'indicateur des horaires, du moins pour les réseaux de la SNCF sur lesquels il y a des trains internationaux, c'est-à-dire essentiellement le nord, l'est et le sud-est. L'essentiel pour moi, c'est d'amener le train à l'heure, à destination et à son terminus. Pour l'aviation, ça n'est pas simple non plus. Les aéroports ne sont pas ouverts en permanence et il faut assurer les correspondances, mais c'est à ce prix que l'on économise son énergie. Il faut se mettre à l'heure de l'économie. Vous allez devoir changer votre montre d'1 heure. D'1 heure, ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait rien. 1 heure d'avance ou 1 heure de plus, pour moi c'est pareil. Le temps, c'est du pétrole. Bon, moi, personnellement, ça ne fait pas grand-chose. Mais enfin, le premier jour, peut-être que ça va être un peu plus dur, la première fois, quoi. Nous, on ne se lève pas tellement de bonne heure, alors ça va. Cette nuit, entre 2 et 3 heures du matin, les Français, les Espagnols, les Hollandais, les Belges et les Luxembourgeois ne verront pas passer le temps. Eh oui, la nuit sera courte. Avant de nous quitter, avant de vous donner la météo, un record de France, je viens de l'apprendre, la dauphinoise Véronique Fernandez a battu le record de France du 400 mètres nage libre, vous comprenez qu'il s'agit de natation donc, en 4 minutes, 26 secondes et 87 centièmes lors des critériums nationaux d'hiver à Paris cet après-midi. L'ancien record était d'ailleurs sa propriété en 4 minutes, 29 secondes et 27 centièmes. La météo donc, pas de modification pour la météo de demain, les températures aujourd'hui étaient semblables à celles d'hier, elles allaient de 9 degrés au Havre à 21 degrés à Perpignan. Demain, le ciel restera très nuageux avec des pluies au sud de la Loire, à l'exception du midi méditerranéen et de la Corse. Sur la moitié nord, temps frais avec quelques giboulées. Voilà, cette édition de samedi 2 avril est terminée. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité sur Antenne 2 se situe aux alentours de 23h30. Vous y retrouverez d'ailleurs Betty Duro. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir.